Bonjour à tous, ici Penarctos. Alors, pour un premier conte sur cette chaîne, j'ai choisi de vous raconter l'histoire qui englobe les contes des Mille et Une Nuits. Alors, comme tous les contes qui seront sur cette chaîne, ces contes sont libres de droit, sont là depuis très longtemps, ont été repris par diverses maisons d'édition. Et le conte qu'on va voir aujourd'hui est celui de Scheherazade. Le conte de Scheherazade englobe les contes des Mille et Une Nuits parce que chacun des contes qui s'y trouvent sont en théorie des contes dans ce conte. Ce sera très évident quand on aura terminé de le raconter. Alors sans plus tarder, je vais commencer. Il était une fois un grand empire, dirigé par un homme, un grand empereur, qui approchait de sa mort. Alors il a décidé de diviser son empire parmi ses deux fils. Ces deux fils seront au centre de l'histoire, Shezayam et Sherayam. L'empereur décide de léguer la plus grande partie de son empire à son aîné, Shezayam. Et au cadet, il laisse un petit royaume en périphérie de l'empire qui n'a besoin que d'un roi et d'un tout petit peu de gestion. Sherayam hérite donc du petit morceau. À la mort de leur père, les deux frères qui ont grandi ensemble sont séparés et envoyés diriger sur leurs territoires respectifs. Sherayam s'occupe de son petit royaume, son petit territoire, pendant environ 10 ans. Il a beaucoup de plaisir, il n'a pas beaucoup de gestion à faire, sa vie ne devient pas atrocement compliquée, il trouve une femme, il a une vie paisible et simple, et il a même quelques petits-enfants. Shezayam, de son côté, doit diriger la quasi-totalité de l'Empire. Il est donc toujours stressé. Bien sûr, il doit se marier par alliance politique, et bien qu'il ait des enfants, il est tellement occupé à s'occuper de son royaume qu'il réalise qu'il n'a pas de temps pour apprécier les petits plaisirs de la vie. Alors, au bout d'environ 10 ans, plus pénible, il décide qu'il a envie de voir son petit frère. Bien évidemment, il ne peut pas s'extirper de ses tâches et partir pendant tout le temps qu'il faut pour le voyage, disons quelques mois, afin d'aller voir son frère et laisser ainsi l'Empire sans dirigeant. Alors il décide d'envoyer son bras droit, le vizir. On va l'appeler Chayem. Chayem, son vizir, est donc envoyé pour faire le grand parcours de plusieurs mois qui l'amène au territoire de Sherayam. Chayem part avec une délégation, des soldats pour le protéger, des marchands pour échanger avec le petit royaume, et toutes sortes d'émissaires, de représentants, d'artistes, danseurs et jongleurs pour divertir le jeune roi, Sherayam, quand ils vont arriver. Après un voyage qui dure plusieurs mois, Chayem finit finalement par arriver à la ville. Il ne peut pas simplement rentrer, évidemment. Oh non, il est accueilli par une autre délégation. En effet, Sherayam a des éclaireurs qui surveillent la région. Les éclaireurs voient la délégation de Chayem arriver. Alors, il monte sa propre délégation. Quelques soldats honorifiques, bien entendu, des marchands, des artistes jongleurs et des chapiteaux. Des tentes immenses qui occupent toute la plaine devant la grande capitale de son petit royaume. Les deux délégations se rencontrent, les deux se saluent et des festivités commencent. Évidemment, Chayem explique à Sherayam que son grand frère veut le voir. Sherayam se dit qu'il peut déléguer tout à son bras droit. Son royaume est petit, ce n'est pas compliqué de s'en occuper. Alors, il accepte l'invitation. Cependant, il y a la forme, la norme, la coutume, l'étiquette. Alors, il doit rester là et profiter de quelques jours de célébration. Au bout de 2 jours, ils décident ensemble qu'ils vont partir le lendemain matin. Alors Sherayam donne les instructions à son bras droit et promet qu'il va dormir le soir même avec la délégation à l'extérieur pour partir au plus tôt le lendemain matin. Mais au milieu de la nuit, il réalise qu'il va s'ennuyer de sa famille, de sa femme, de ses enfants. Alors il décide de se diriger subrepticement dans sa ville et d'aller dire un dernier au revoir à sa femme. Il enfile un capuchon,
une bure, une cape, quelque chose pour le cacher. Il décide d'ouvrir les portes et d'entrer dans la ville. Il se faufile tranquillement jusqu'à la chambre, tire les rideaux, parce qu'il ne passe pas par la porte d'entrée, bien entendu, et aperçoit sa femme au lit avec un autre homme. Il est très surpris, choqué. Il ne sait pas trop quoi faire. Alors, sous l'instinct, et ce n'est peut-être pas la meilleure réaction, il dégaine son sabre et décapite les deux. Évidemment, il regrette aussitôt ce qu'il a fait. Mais il rengaine son sabre, il retourne voir la délégation et il part en voyage. Alors qu'ils sont sur la route, bien évidemment, quelques jours après, un éclaireur les rattrape pour leur annoncer l'horrible trépas de sa femme. Mais, connaissant la cause de la chose, et à la grande surprise de Shayam, Shirayam décide de laisser les choses aller. Il dit « Faites des funérailles, en règle, mon bras droit s'en occupera, je m'en vais voir mon frère. » Et tout au long du voyage, évidemment, Shayam remarque qu'il est Mossad. Bien évidemment, c'est facilement attribuable au décès de sa femme. Alors il ne se pose pas plus de questions. Ils finissent par arriver jusqu'à la capitale du Grand Empire, là où, évidemment, Shezayam les attend à l'extérieur des murs, avec sa propre délégation. Les soldats, les artistes, des marchands, etc., etc. Ils se rencontrent, ils se côtoient, et Shezayam ne peut s'empêcher de remarquer que Shirayam n'est pas dans son assiette, n'est pas heureux. Il semble heureux de le voir pour quelques secondes, et puis ça s'éclipse, tranquillement. Il essaie par toutes les manières de le rendre de bonne humeur. Il fait préparer des bains, il fait préparer des banquets, il fait préparer des spectacles, des interprétations, et rien n'y fait. Quoi qu'il fasse, quelque frivolité que ce soit, Shirayam est inconsolable. Mais pourtant, Shirayam n'a pas voulu aller aux funérailles de sa femme. Qu'est-ce qui se passe? Shezayam décide qu'il veut laisser à Shirayam, qu'il n'a pas vu depuis 10 ans, le bénéfice du doute et surtout son jardin secret. Il ne veut pas le forcer à parler. Il pourrait, il en a l'autorité, mais il ne le fait pas. À la place, il décide, on va jouer le grand jeu. Il organise une grande chasse de 3 jours. Les 2 souverains partiront avec des dizaines de cavaliers. Ils auront des lances, des arcs, des arbalètes. Ils chasseront du sanglier, de l'éléphant, du rhinocéros, quelques créatures exotiques qu'il y a dans leur région. Et alors, ils préparent la chose. Ils préparent la chasse. Ils demandent à tous ceux qui participeront de se réunir à l'extérieur dans un chapiteau, y compris son frère. Et il arrive pour se lancer à la chasse. Seulement, son frère n'a pas la tête à la chasse. Pas du tout même. Il lui dit « Je ne vais pas t'accompagner, Shezayam. Je ne suis pas dans mon assiette. » Shezayam devient, cette fois-ci, fâché. Il lui dit « Shirayam, je t'ai invité chez moi. Cela fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu, et tu n'es que l'ombre de toi-même. Je t'accorde ceci. Tu peux ne pas venir à la chasse. Mais, à mon retour, j'espère que tu auras changé. » Évidemment, il n'y croit pas. Alors il part à la chasse. Pendant qu'il est à la chasse durant 3 jours, Shirayam se promène dans le château. Il se promène dans les jardins, il se promène sur les passoires, sur les murailles, il regarde dans les meurtrières. Et à un certain moment, alors qu'il est sur les murailles, il remarque une espèce de palissade, un peu plus étroite que normal, qui semble monter le long de la muraille et s'en aller vers les chambres du palais. Il est curieux. Alors il dit aux gardes de ne pas s'inquiéter s'ils l'aperçoivent en train de crapahuter sur les murailles. Les gardes, évidemment, sont réticents, mais c'est la seconde autorité du royaume. Alors ils ne disent rien. Shirayam commence à monter sur le petit sentier, et il arrive à une fenêtre. Il regarde dans la fenêtre, il reconnaît la femme de son frère, qui est avec plusieurs servantes et plusieurs autres hommes dans le lit. Évidemment, ce qu'ils font n'a rien de catholique. Et il est très surpris, mais il referme le rideau.
Il redescend, cesse de crapahuter sur les murs, et réfléchit à la chose. Il regrette énormément d'avoir fait ce qu'il a fait. Il se dit, se pourrait-ce que ça arrive à tous? Le lendemain, son frère revient de la chasse, et il retrouve un Shérayam apaisé, détendu, soudainement beaucoup moins triste. Il ne comprend pas pourquoi. Il ne pose pas de questions au début, mais au bout de 2 jours de frivolité et de renouer avec son frère, il lui dit « Alors, je ne posais pas la question quand tu étais triste, mais maintenant que tu es redevenu de bonne humeur, il faut que tu m'expliques. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es-tu refermé sur toi-même pendant si longtemps? Nous sommes frères, tu dois me le dire. » Shérayam lui dit pas de problème. Il lui raconte toute l'histoire. Il hésite, évidemment, rendu à la fin, mais il se dit, si ça m'est arrivé à moi et que ça lui est arrivé à lui, ça doit arriver à d'autres. Ce n'est pas si mal. Shésayam n'a pas cette réaction en entendant l'histoire. Shésayam est outré. Shésayam est torturé par la chose. Alors, il a la réaction la plus naturelle apparemment de cette famille, puisqu'il a la même que son frère. Il dégaine son sabre, fonce vers la chambre, décapite sa femme, les servantes, trouve les hommes, ou les fait trouver, ou fait trouver des hommes qui, selon les gardes, sont ceux qui ont commis l'acte, car il fait décapiter toutes sortes de gens. Et il devient complètement fou. Il dit qu'il va partir dans un voyage très 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 loin. Et il va partir uniquement avec son frère. Son vizir, Shayem, évidemment, estomaqué de tout ce qui se passe, lui dit « Mais vous ne pouvez pas faire ça, le royaume ne va pas se diriger tout seul. » Shésayam ne l'écoute même pas, prend un cheval, quelques provisions, quelques armes, et dit à son frère « Tu m'accompagnes, on y va. » Des gardes essaient de les suivre, mais ils ont pris les chevaux les plus rapides du royaume, et ils arrivent à s'isoler très rapidement. Ils partent loin, 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 loin au sud, sous les forêts, sous le désert, dans un endroit où il recommence à faire froid. Et puis, ils se disent non, on ne va pas rester dans cette région. Alors, ils continuent à aller plein est, au lieu d'au sud. Et ils remontent tranquillement en même temps. Ils se retrouvent dans une région si éloignée du royaume que tous ceux qui croisent ne parlent pas la langue. Ils se retrouvent finalement dans une région sauvage, avec toutes sortes de petites îles, entourées par de l'eau, oui, mais jamais très profonde, que les chevaux peuvent traverser. Du sable, des arbres gigantesques étranges, avec des longues feuilles qui ne sont qu'au sommet, et qui forment une petite auréole. Et alors qu'ils se promènent, et qu'ils commencent à, évidemment, ne plus avoir de provisions et ne plus pouvoir discuter avec les gens pour en acquérir, ils remarquent une drôle de fumée à l'horizon. Pas une fumée étendue comme un brouillard, véritablement une fumée concentrée. Pas non plus comme un volcan, pas quelque chose qui monte haut dans le ciel. Juste une boule de fumée, avec une forme peut-être un peu oblongue, et ils décident de se diriger dans cette direction. À mesure qu'ils approchent, la fumée est de plus en plus sombre, noire, avec des petits éclairs rougeâtres à l'intérieur. La fumée a une forme étrangement humanoïde, sans les jambes bien sûr, mais avec des bras, une tête, et une carrure impressionnante. La fumée semble être d'environ 30 mètres de haut. Ça semble être une créature gigantesque, et ils réalisent qu'ils sont tombés sur un génie. Pas les génies de nos enfances qui sont adorables et qui réalisent nos souhaits. Non, les génies de vieux contes, les génies terrifiants et puissants. Une créature gigantesque, faite de sombres dessins et de sombres fumées, qui prend plaisir à détruire tout ce qui les entoure. Évidemment, Shésayam et Shérayam sont terrifiés. Ils se cachent derrière un rocher et attendent. Le génie tourne un peu en rond autour de l'endroit où il est, puis finit par s'endormir de manière circulaire comme un serpent. Shésayam est curieux. C'est un empereur. Il a évidemment la prudence d'un enfant de 3 ans. Shérayam, évidemment, est beaucoup plus prudent, mais il ne peut pas lui désobéir. Alors les deux décident de s'approcher, ou plutôt Shésayam traîne son frère. Et à mesure qu'il s'approche, il remarque que la créature ronfle fortement, et qu'au centre de la spirale, il y a un coffre. Shésayam se frotte les mains. De la nourriture peut-être, des bijoux, des pierres précieuses. Les richesses d'un génie, qu'est-ce que ça peut bien être? Alors il décide de s'approcher, et en
passant par-dessus le bras étendu du génie et devant sa tête, et par-dessus ce qui semble être une queue de fumée, ils arrivent à s'approcher du coffre. Le coffre n'est pas fermé. Quel besoin aurait une créature si puissante de protéger ses biens? Alors ils ouvrent le coffre. Et du coffre sort une femme. Femme magnifique, très clairement humaine, nue, et qui semble avoir été enfermée là depuis une belle lurette. Pourtant, elle n'est ni souillée, ni recouverte de ses excréments, ni blessée, ni affamée. Ils ne comprennent pas trop. Elle semble avoir été épargnée par le temps. Elle leur explique qu'elle est prisonnière du génie, et que quoi qu'ils fassent, ils n'arriveront pas à la sortir de ce coffre. Elle lui sert à assouvir ses plaisirs. Mais, au bout de plusieurs centaines d'années à occuper cette même tâche, elle est tannée et elle a besoin de se divertir. Elle réussit très rapidement à convaincre Shezayam et Sherayam de passer une nuit avec elle. La peur du génie semble soudainement disparaître et les deux le font. Ils finissent par s'en aller et le génie finit par se réveiller. Mais ils sont partis depuis belle lurette, le coffre est refermé et la femme est cachée. Sherayam se dit « Ça peut arriver à n'importe quel homme, ça peut sûrement arriver à n'importe quelle femme. Donc, nous n'avons rien de spécial. » Et il est apaisé par cette chose. Il se sent soudainement plus léger par le fait que ce n'est pas spécifiquement contre lui. Ce n'est pas nécessairement lui qui a un problème, peut-être, évidemment, mais il ne le ressent pas. Shezayam n'arrive pas à la même conclusion. Il dit « Nous venons de tomber sur la créature la plus puissante que nous n'avions jamais vue. Je suis l'homme le plus puissant de mon empire. Si ça peut arriver à lui, alors les femmes feront ça à tous les hommes. » Évidemment, Sherayam ne partage pas cette conclusion, mais les deux retournent à l'Empire. Le voyage dure plusieurs mois. Sherayam passe son temps à tenter de le convaincre, et finalement ne l'accompagne pas. Il bifurque et retourne à son propre royaume pour aller passer du temps auprès de ses enfants et s'excuser, ultimement, de l'acte horrible qu'il a commis, et tenter de se repentir. Évidemment, il ne le pourra pas, mais il l'essaiera. Shezayam, lui, retourne à son royaume et commence une tradition assez particulière. Il commence par prendre une nouvelle femme. Évidemment, toutes les femmes du royaume sont intéressées à marier l'homme le plus puissant du monde. Il passe la première nuit de la lune de miel, et le lendemain matin, Shezayam prend son sabre et la décapite, sans autre avertissement. Tout le monde est outré de ce qui vient de se passer. Mais il trouve la chose bien normale, il la fait enterrer, il y a des funérailles, et puis après, il annonce un second mariage. Encore une fois, toutes les femmes se lancent. Ils se disent, elle l'a sûrement offusqué, elle a insulté son frère, elle a fait quelque chose d'horrible, ou sali la mémoire de sa précédente femme. Pourtant, le même scénario se répète. Il passe la première nuit de la lune de miel, et le lendemain, Shezayam la décapite. Shayam, le premier, s'approche, évidemment, avec un peu de recul et de prudence. Pourquoi, mon suzerain, avez-vous décapité vos deux dernières femmes? Et pourquoi avez-vous annoncé ce matin que vous en prendrez une troisième? Shezayam répond, c'est très simple. Un homme de ma stature a besoin d'une femme. Donc, j'aurai une femme à tous les jours. Mais, comme mon voyage me l'a appris et mon expérience ainsi que celle de mon frère, les femmes vont tous nous trahir et nous tromper. Et donc, je vais les décapiter avant qu'elles ne le puissent. Shezayam était devenu complètement fou. Shayem est outré par la chose. Il ne peut pas le dire. C'est son souverain. Il peut tenter de l'apporter subtilement. Et il essaie parmi les jours qui suivent. Mais ça ne fonctionne pas. Les femmes, évidemment, au bout d'un certain temps, de 1 ou 2 mois, commencent à ne plus vouloir le marier. Alors on commence à les forcer à le faire. Les femmes sont choisies aléatoirement et tuées le lendemain systématiquement. Shayem a peur pour la santé de la population. Parce que si cela continue, le roi pourrait crédiblement, pour le reste de sa vie, se débarrasser de quelques milliers de femmes. Alors il essaie de trouver une solution. La solution lui vient sous la forme de sa fille, Scheherazade. Scheherazade s'approche de son père un jour et lui dit « Shayem, mon père, j'aimerais beaucoup que tu me laisses épouser le roi. » Shayem devient complètement fou. « Je ne vais pas laisser ma fille se faire décapiter. » Alors il enferme Scheherazade dans les donjons. Évidemment, Scheherazade est une jeune fille futée. C'est la fille d'un vizir, d'un chancelier, d'un conseiller du roi. Elle est éduquée, elle a de la culture et elle a surtout de la sagacité. Alors pendant qu'elle est dans les donjons,
Elle propose au gardien de cellule de lui raconter un conte. Elle passe la nuit à lui raconter un conte captivant. Le gardien de cellule est séduit. Si bien qu'au petit matin, il lui dit « Il faut que j'aille me reposer un peu dans le coin. » Elle lui dit « Non, 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 je vais commencer un autre conte. » Et il ne peut pas résister. Alors elle commence un autre conte, et 1 heure et demie, le gardien résiste, il résiste, il résiste. Au bout de 2 heures, il tombe complètement endormi, sur place. Évidemment, il avait les clés sur lui. Scheherazade passe sa main entre les barreaux, récupère les clés, se libère. Et, avant que son père ne puisse faire quoi que ce soit, elle va voir Shezayam directement et lui demande de l'épouser. Du jamais vu. Jamais une femme n'a demandé à l'empereur s'il voulait la marier. Shezayam se dit pourquoi pas. Il est impressionné par l'audace de la fille de Chayem. Il le regarde avec un petit peu de tristesse, parce qu'il ne voudrait pas que ça arrive à sa propre fille, mais il n'a aucunement l'intention de refuser, ni de changer ses habitudes. Chayem implore Shezayam de ne pas prendre sa fille comme épouse. Shezayam le fait quand même. Lors de la nuit de noces, alors que Shezayam s'approche de Scheherazade pour consommer le mariage, Scheherazade lui dit « Au lieu de nos ébats, je vous propose peut-être, ou peut-être avant, de vous raconter un conte. » Shezayam dit « Pourquoi pas, j'aime bien les contes. » Alors elle lui raconte. Elle prend toute la nuit pour raconter ce très long conte. Et elle finit aux petites heures du matin, vers 4 heures. Et là, elle lui dit « Avez-vous apprécié le conte ?» Shezayam dit « Oui, bien sûr. » Et il oublie complètement le temps qu'il est. Alors elle le regarde et lui dit « En voulez-vous un autre ?» Shezayam dit « Bien sûr. » Alors il commence son conte. Et quelques heures plus tard, vers 5, 6, 7 heures, au lever du soleil, elle dit « Ah, je suis fatiguée. » Mais elle n'a pas terminé son conte. Shezayam lui dit « Mais vous ne pouvez pas aller dormir, vous n'avez pas terminé. » Elle le regarde et lui dit « Je terminerai ce soir. » Shezayam se tâte. Il n'est pas certain. Mais en même temps, il veut entendre la fin du conte. Alors il lui dit « D'accord, va te reposer. Demain, nous allons terminer le conte, consommer le mariage, et ensuite, le lendemain, tu seras décapité. » Scheherazade lui dit « Oui, pas de problème. » Elle revient le soir, termine son conte. Le conte est si passionnant. Elle le termine encore vers 2, 3, 4 heures du matin. Que Shezayam en veut un autre, immédiatement. Scheherazade lui dit « Pas de problème, j'ai un autre conte. » Et elle commence son conte. Mais le conte est trop long, elle n'arrive pas à le finir. Je peux m'arrêter là, je pense que vous avez compris. À chaque nuit, Scheherazade finit son conte et en commence un autre. À chaque matin, Shezayam décide de ne pas la décapiter. Elle fait cela pour 1001 nuits. À la 1001e nuit, elle n'a plus de conte. Alors elle dit à Shezayam « J'ai terminé, je ne peux plus te raconter quoi que ce soit. » Shezayam, au bout de ses 3 ans presque, est en fait tombé complètement amoureux de Scheherazade, mais a complètement oublié l'idée de décapiter qui que ce soit. Et donc, Scheherazade se dit qu'elle pourra apprendre d'autres contes pour continuer à occuper les pensées de son mari. C'était le conte de Scheherazade qui englobe les 1001 nuits, raconté par Penarctos sur la chaîne YouTube dédicacée à mes anciens étudiants. Merci à tous, au revoir.